Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de voir ensemble aujourd'hui le parcours de Osamu Tezuka, la légende du manga. C'est le mec qui a créé Astro Boy et c'est un gars qui a posé des concepts de base du manga d'aujourd'hui. C'est parti. Osamu Tezuka, il est né le 3 novembre 1928 à Toyonaka, dans la préfecture d'Osaka, au Japon. Il grandit dans une famille plutôt aisée et qui est passionnée par les arts. Son père, c'était un grand amateur de films et ça a influencé Tezuka dès son plus jeune âge. Il regardait notamment les films de Disney qui l'ont grave marqué. Tezuka, c'est le fils aîné de la famille et son prénom, il est tiré du nom de l'empereur Meiji qui est mort un 3 novembre. Son père, Yutaka, travaillait pour Sumimoto Metal Industries, qui est un producteur d'acier. Ils étaient aussi passionnés de photographie et de cinéma. Et sa mère, Fumiko, c'était la fille d'un militaire et c'était aussi une grande fan de la revue Takarazuka, qui est une compagnie de théâtre japonaise. Donc Tezuka, on voit qu'il évolue dans un environnement un peu artistique. Son grand-père paternel Taro était avocat et son arrière-grand-père Yohan était médecin. Et vous verrez pourquoi je vous dis ça par la suite. Du côté de sa mère, l'un de ses ancêtres, c'était le ninja et samouraï Hattori Hanzo, qui était réputé pour sa férocité et surnommé Oni Hanzo, qui veut dire Hanzo le démon. On peut dire que Tezuka, il a grandi dans un environnement qui est propice à faire de lui une légende. Donc sa famille, ils sont passionnés par les arts et en plus de ça, il a des ancêtres illustres. Quand il a 5 ans, la famille Tezuka elle déménage à Takarazuka, où Taro, le grand-père paternel, avait construit une villa. Takarazuka, c'était une ville moderne pour l'époque, avec un grand théâtre, un club de golf, des salles de cinéma, des hôtels, etc. Et c'est ce qui a en partie contribué au modernisme des mangas d'Osamu Tezuka. Donc Tezuka, il baigne dans une culture familiale plutôt artistique. On l'a vu avec sa mère qui était fan de théâtre par exemple. Mais son père aussi, il était dedans, il dessinait avant de se marier et c'était un passionné de manga de base. Petite parenthèse, vous vous demandez peut-être mais comment le daron il peut déjà être fan de manga dans les années 30? Bah en fait on s'en rend pas compte, mais les premiers mangas c'est au début du 20e siècle. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Parmi les influences manga du père de Tezuka, il y a notamment Rakuten Kitazawa, dont les œuvres seront toujours sur l'étagère de son bureau après s'être marié, et dont Osamu Tezuka va s'imprégner pendant son enfance. Après s'être marié, le père de Tezuka il s'est plutôt tourné vers la photographie. Mais il continuera d'offrir des mangas à ses enfants, comme Norakuro de Sui Tagawa, sorti en 1931, et Fuku-chan de Ryuichi Yokoyama, sorti en 1936. Donc voilà les gars, ça c'est les premiers pas des mangas. On peut dire qu'Osamu Tezuka il est dedans depuis toujours. D'autant plus que son père il est passionné d'images et il a acheté un projecteur de film 9,5 mm fabriqué en France, le Pathé Baby. Je suis allé checker par curiosité, j'ai découvert qu'en fait le Pathé Baby il a été lancé par Charles Pathé, le fondateur des cinémas qu'on connaît tous. Et donc le père de Tezuka il faisait des projections dans le salon et ça mettait entre autres des films de Walt Disney, comme Popeye par exemple. Mais il y a une œuvre qui va marquer Tezuka et qui est presque un déclic pour faire de l'animation, c'est Momotaro. C'est sorti en 1945 et c'est clairement un film de propagande dans lequel le Japon libère l'Asie. Et le personnage principal, Momotaro, il est inspiré de la culture et des légendes japonaises. Tezuka, quand il est enfant, il a une passion pour les insectes. Il les collectionne et il lit un tas de livres sur le sujet. Quand il commence à signer son travail, il utilise le nom Osamushi, tiré du nom d'un scarabée. En gros, le premier caractère, si on l'isole, il veut dire aussi insecte. Mais sa grande passion à Tezuka enfant, c'est la lecture. Il lisait tout ce qui lui passait sous la main. Des livres d'histoire, des livres de sciences, des bandes dessinées, des romans, etc. Et en plus de ça, il avait la faculté naturelle de lire vite. Donc forcément, ça a grave nourri son imaginaire. Dès le plus jeune âge, Tezuka il kiffe dessiner et il est notamment très inspiré par les films d'animation et les comics américains de l'époque. Ses parents qui avaient remarqué ce goût pour le dessin avaient l'habitude de déposer un carnet de croquis à son chevet tous les soirs. En 1935, alors qu'il est en primaire, Tezuka il dessine déjà des mangas et des cartes illustrées qu'il faisait passer à ses potes de classe. C'est d'ailleurs à cette période-là, donc dès le CE1, CE2, qu'il crée le personnage de Gurtsuki, qui est une créature un peu étrange qu'il place souvent en arrière-plan ou sur des visages pour créer un effet comique. En CE2, il crée un manga de plusieurs pages appelé Pin Pin Sei-chan et dès le CM2, il commence à signer ses dessins avec le nom de plume Osamushi. Lui qui est de base plutôt timide, il va devenir assez populaire auprès de ses camarades de classe parce qu'il leur dessinait leur héros préféré. En 1941, alors que la guerre du Pacifique vient d'éclater, Osamu Tezuka il rentre au collège. Pour info, la guerre du Pacifique, c'est toutes les batailles navales et invasions d'îles entre les États-Unis et le Japon et qui a mené à Hiroshima et Nagasaki. Au collège, Tezuka il a plusieurs activités. Il fait évidemment partie du club d'art, mais il collectionne aussi les insectes et participe à la lecture de magazines scientifiques et à l'édition du journal de l'école. C'est à cette période qu'il commence à utiliser de langue de Chine dans ses dessins. Il crée alors Le Monde Perdu, dans lequel il écrit dans la préface: ceci n'est pas seulement une bande dessinée, mais aussi un roman. On peut dire que c'est un premier pas vers la forme du manga moderne. Pour l'anecdote, Tezuka a pris un de ses potes de classe comme modèle pour un personnage qu'on verra plusieurs fois par la suite et qui deviendra un personnage important, Moustache. Il a toujours été encouragé par ses profs et il commence à décrocher une première publication en 1946. À l'âge de 17 ans, Tezuka il sort une première œuvre intitulée Le journal de Machan, qui sera publié dans le journal de l'école primaire Shokokumin Shinbun. Le journal de Machan reçoit un super accueil des lecteurs et le contrat est reconduit pour 3 mois. La série elle devient assez populaire dans les écoles et des poupées en bois de Machan sont même commercialisées. Pendant qu'il poursuit des études de médecine, sur lesquelles on reviendra juste après, Tezuka envoie ses mangas à des sociétés de presse et des éditeurs pour décrocher de nouvelles publications. Il va notamment réaliser des mangas pour le magazine Hello Manga, dirigé par Sakai Shishima, qui est lui-même un mangaka déjà en place. Grâce à cette rencontre, Tezuka il va travailler sur une œuvre
qui s'appelle La Nouvelle Île au Trésor et qu'il réalisera conjointement avec Sakai Shishima. Sakai avait déjà écrit l'intrigue sur 250 pages et réalisé la cover, tandis que Tezuka viendra retravailler ce texte pour le réduire à 192 pages. L'histoire elle est vaguement inspirée du classique L'Île au Trésor de Robert Louis Stevenson. L'œuvre elle sera publiée en avril 1947 et sera un best-seller avec 400 000 exemplaires vendus et ça va clairement lancer Tezuka. Toujours en 1947, il va sortir Le Mystérieux Homme Souterrain qui sera sous forme de story manga et qui va devenir très populaire auprès des enfants au Japon. Donc là, Tezuka, il est bien dedans, et même s'il a des opportunités pour faire carrière dans le dessin, il va poursuivre ses études et faire médecine à l'université d'Osaka. Le contexte, il est un peu particulier, on est pendant la guerre, et donc le pays a besoin de plus de chirurgiens et médecins à l'armée. D'après certaines sources, il aurait eu une infection grave quand il était enfant, qui a failli lui coûter les bras. Le médecin qui l'a soigné, c'est devenu un peu son héros, et il s'est dit que lui aussi, il aimerait sauver des vies. Et comme on a vu avant, son arrière-grand-père, Johan Tezuka, était aussi médecin. Donc j'imagine que c'est un peu tous ces éléments qui l'ont poussé vers cette voie. Pendant sa médecine, Tezuka, il va jamais arrêter de dessiner des mangas, et c'est à cette même période que L'Île au Trésor va avoir un succès de ouf. Donc le gars il gère des études de médecine et il vient de péter dans le manga. Il finit par avoir son diplôme de médecine en 1961. Donc le mec c'est un boss. Et apparemment ce qui faisait un peu sa particularité c'est sa productivité. Il était capable de travailler sur plusieurs mangas en parallèle et de faire le taf pour réussir sa médecine. Finalement il va jamais exercer mais ça va laisser une empreinte sur son travail de dessinateur. Très influencé par le théâtre grâce à sa mère et par le cinéma grâce à son père, Tezuka il aime écrire des scénarios. Et d'ailleurs il avait l'habitude d'écrire le scénario avant de se lancer dans le dessin. En 1977, il sort le livre Comment dessiner des mangas, publié par la Kobunsha, et dans lequel il décrit son process. D'abord il choisit le thème, ensuite il élabore un plan général, il esquisse une intrigue en décrivant le déroulement et le dénouement, puis il décrit chaque scène, il élabore l'ensemble du scénario, il développe les personnages principaux, et enfin il étudie les preuves historiques. C'est en suivant ce process qu'il a pu être aussi productif pendant des années, et il raconte lui-même qu'il en tirait beaucoup de plaisir. Pour l'inspiration, il avait l'habitude depuis adolescent de noter toutes ses idées dans un carnet et il piochait dedans pour créer des nouvelles histoires. En 1950, soit 3 ans après le succès de L'Île au Trésor, Tezuka il va sortir de nouvelles œuvres qui vont pour certaines devenir des bangers par la suite. Il va sortir Le Roi Léo dans le magazine Manga Shonen de la Gakudosha. L'année suivante, il va sortir Capitaine Atom qui est, on peut le dire, l'ancêtre d'Astro. C'est publié par la magazine Shonen de la Kobunsha aussi. En 1953, Tezuka va emménager à Shinamashi à Tokyo, dans la résidence Tokiwaso qui est connue pour avoir abrité beaucoup de mangaka célèbres entre 1952 et 1982. Il sera suivi par des mangaka qui deviendront eux aussi des anciens du game, comme le duo Fujiko Fujio, composé de Moto Abiko et Hiroshi Fujimoto, qui sont les auteurs derrière le célèbre Doraemon. Pour ceux qui connaissent pas, Doraemon c'est un manga sorti en 1969 et le personnage c'est un chat robot qui va devenir une vraie mascotte de la pop culture japonaise. Il y a d'autres mangaka qui vont se réunir dans cet appartement de Shinamashi, comme Shotari Ishinomori, le créateur de Cyborg 009, ou encore Jiro Tsunoda qui avait sorti Karate Master en 1971. Dans le milieu des années 50, de plus en plus de magazines mensuels vont voir le jour et se concurrencer pour publier les mangakas les plus populaires. Pour attirer les lecteurs, ces mensuels proposaient aussi des livrets en supplément qui contenaient des histoires complètes. Et Tezuka, qui est très productif, va en sortir plein. Parmi ces livrets, on retrouve des histoires comme Phoenix l'oiseau de feu, Astro le petit robot, Princesse Saphir, le singe et les aventures de Rock, par exemple. Et comme vous avez compris, certaines de ces œuvres vont devenir des vrais bangers. On en avait déjà parlé dans la vidéo de Masami Kurumada, Tezuka a développé une manière de développer ses personnages inspirés du monde du cinéma. En fait, il considère ses personnages comme des stars. Il leur donne des caractères et des rôles différents en fonction des œuvres. C'est un concept qui est né de l'influence du théâtre et du cinéma. Il a poussé le concept à un stade vraiment avancé qui va jusqu'à affecter des studios fictifs à des personnages. Et il y en a d'autres qui sont plus indépendants et qui peuvent se retrouver dans n'importe quel manga. Ce star system, il l'a compilé au début des années 50. Il a détaillé tous les personnages avec des descriptions, des images, la liste des mangas dans lesquels ils apparaissaient, et trucs de fou, même les droits de représentation qui leur avaient été versés. En 1958, Tezuka il est employé à la Toei. Il a alors une opportunité pour réaliser son premier long métrage d'animation. Il va donc réaliser Seiyuchi, ou en français Alakazam le petit Hercule. C'est une adaptation du manga La légende de Sangoku que Tezuka avait publié entre 1952 et 1959. C'est elle-même une adaptation du classique de la littérature chinoise Les Pérégrinations vers l'Ouest qu'on a déjà abordé dans la vidéo d'Akira Toriyama. En 1962, Tezuka il va créer son propre studio de production baptisé Mushi Productions pour concurrencer la Toei. C'est le premier studio au Japon qui se spécialisera dans les œuvres à destination de la télé. Mushi Productions, c'est par exemple les adaptations en animé de Astro Boy, Le Roi Léo ou encore Ashita no Joe. Tezuka il a été super prolifique, je vais pas me lancer dans un listing, ce serait interminable, mais on peut passer en revue les premières œuvres notables.
L'une des œuvres majeures de Tezuka, c'est Metropolis. C'est un manga de science-fiction publié en 1949. C'est inspiré de l'affiche du film Metropolis de Fritz Lang qui était sorti en 1927. L'histoire se passe dans un monde futuriste où les humains et les robots cohabitent. Le docteur Lawton crée un robot qu'il nomme Michi et qui va se mettre à ressentir des émotions. C'est pas le manga le plus connu de Tezuka, mais il fera partie de ses bases. À sa sortie, il est salué pour sa profondeur philosophique et sa vision avant-gardiste des robots et des intelligences artificielles. Il sera adapté en film d'animation en 2001 par le géant Katsuhiro Otomo. Astro Boy ou Tetsuwa Natomu en japonais est publié de 1951 à 1968. L'histoire elle se déroule dans un futur où les robots coexistent avec les humains. Astro, c'est un robot créé par le docteur Tenma pour remplacer son fils décédé Tobio. Mais après avoir réalisé qu'Astro ne peut pas remplacer son fils, Tenma l'abandonne. Astro finit par être adopté par le professeur Oshanomizu qui devient son mentor. Astro Boy il a plein de pouvoirs, une force surhumaine, la capacité de voler, des lasers au bout des doigts, etc. La série Astro Boy c'est la première série animée diffusée à la télévision japonaise le 1er janvier 1963. C'est diffusé par la chaîne Fuji Network System ou Fuji TV avec des épisodes de 30 minutes. C'est un succès mondial, notamment aux États-Unis où elle a marqué l'introduction de l'animation japonaise dans le pays. Astro Boy s'est considéré comme l'un des mangas animés les plus influents de l'histoire. Il a jeté les bases de plein de concepts comme les grands yeux expressifs qui rendent les mangas très reconnaissables. Le rythme de production de la série il est assez hard. En gros, les équipes elles devaient produire un épisode par semaine. Pour tenir le timing, ils ont dû adopter de nouvelles techniques comme l'animation limitée. Pour faire court, l'animation limitée, c'est le fait d'animer seulement certaines parties d'une scène et de laisser les autres statiques. Ça fait donc moins de travail. Cette technique elle a été popularisée par les studios Hanna-Barbera aux États-Unis qui sont connus pour avoir fait les pires à feu. Le studio utilisait aussi d'autres techniques comme l'animation image par image qui permettait de réutiliser certains éléments dans plusieurs scènes. C'est grâce à toutes ces techniques qu'ils arrivaient à assumer le rythme de production. Astro Boy c'est un immense succès qui va s'écouler à 100 millions d'exemplaires. Pour vous donner une idée, ça fait partie du top 15 des mangas les plus vendus au monde. Le manga à la base il est publié en 23 volumes par la Kobunsha qui est une filiale de la Kodansha. Et évidemment avec le gros succès que ça a eu, il va y avoir plusieurs adaptations. D'abord il y a le premier animé en noir et blanc qui est diffusé entre 1963 et 1966 sur Fuji TV et sur NBC aux États-Unis. Cette première série, elle comporte 193 épisodes de 30 minutes. Entre 1980 et 1981, une nouvelle version en couleur sera diffusée sur Nippon TV et comprendra 51 épisodes. 20 ans plus tard, entre 2003 et 2004, il va y avoir une troisième adaptation de 50 épisodes pour fêter les 40 ans de la franchise. Il va y avoir aussi un film en 3D qui sortira en 2009, mais qui sera un petit flop. Et plusieurs jeux vidéo à partir des années 80, notamment sur PS2 et Game Boy. On pourrait faire une vidéo complète sur Astro Boy tellement il y a de choses à dire. C'est une œuvre majeure qui a fait connaître le manga au monde entier, qui a posé les bases de certains traits du manga et qui a influencé plusieurs générations de mangaka. On l'avait déjà vu dans la vidéo précédente avec Akira Toriyama, mais il n'y a pas que lui, on peut citer par exemple Naoki Urasawa qui a notamment fait Pluto, qui est inspiré d'Astro Boy mais en mode très sombre. Une autre œuvre majeure, c'est Le Roi Léo. C'est publié dans le manga shonen entre 1950 et 1954 et à la base c'était plutôt destiné à devenir un Akaon manga. Donc en gros des petites BD très courtes. Sauf que le projet il va tomber entre les mains du rédacteur en chef de la Gakudosha qui va kiffer et qui demande à Tezuka de le réécrire pour en faire une série longue. Ça va avoir un gros succès et en 1965 ça va devenir la première série animée en couleur au Japon. Dans la version anglaise qui sortira en 1966, le personnage principal Léo, il va être renommé Kimbas the White Lion et ça va être un carton aux États-Unis. Donc je pense que vous voyez venir le bail. En 1994, Disney sort Le Roi Lion. Et comme vous pouvez imaginer, il y a un tas de gens qui ont commencé à faire des parallèles et à trouver des similitudes. Au final, Disney il nie tout en bloc, et côté Tezuka, il est déjà mort depuis 5 ans, et son équipe elle décide de pas attaquer Disney pour plagiat, en disant que Tezuka, qui était un big fan de Disney, aurait été flatté. On va pas se mentir, il y a quand même énormément de ressemblances entre les deux. Le Roi Léo recevra plusieurs récompenses comme le Lion d'Or au 19e Festival du film pour la jeunesse de Venise en 1966, le Lion d'Argent au Festival international du film de Venezuela en 1967. En 1953, Tezuka sort son premier shoujo dans le magazine Shoujo Club. Pour ceux qui savent pas, même si je pense que si vous êtes là c'est pas pour rien, un shoujo c'est un manga qui cible les filles, à la base en tout cas. Ce manga il s'appelle Princesse Saphir, on y suit cette princesse qui a la particularité d'avoir un cœur de garçon et un cœur de fille. Pour préserver le royaume, elle va se faire passer pour un mec et cacher sa féminité. Dans ce manga on est encore dans un thème complexe avec l'identité, le genre, etc. Avec cette œuvre il pose des bases du shoujo, notamment avec des visages très expressifs. Le manga sera adapté en animé en 1967 et sera un des premiers du genre à la télé japonaise. Avec Princesse Saphir, Tezuka écrit un personnage féminin fort et sort de la romance pure associée au shoujo.
En 1954, il commence à bosser sur Phoenix, l'oiseau de feu, qui sera publié dans le magazine Manga Shonen dans un premier temps, puis dans le magazine Shoujo Club de la Kodansha. Ce magazine sera également arrêté, et Phoenix sera republié depuis le début dans le magazine Com à partir de 1967. La version qui sera publiée dans le magazine Com prendra un angle différent, où Phoenix sera un personnage secondaire et où les chapitres seront indépendants. Cette série, elle s'étale sur une grande période de temps, allant du Japon médiéval à un monde futuriste. Elle aura une énorme portée philosophique, en abordant des thèmes comme la réincarnation ou l'immortalité. C'est aussi une œuvre où Tezuka évolue graphiquement. Le magazine Com dans lequel il est publié ferme en 1971. Tezuka continue alors de développer Phoenix, qu'il publiera dans différents magazines et sur lequel il continuera de travailler jusqu'à sa mort en 89. Dororo est publié entre 1967 et 1969 dans le Weekly Shonen Sunday de la Shogakukan. C'est d'abord un échec commercial à sa sortie, puis c'est devenu un classique avec le temps et une influence majeure de la dark fantasy dans le manga. Dans cette œuvre, on suit le ronin Yakimaru qui part en quête des parties de son corps qui ont été volées par des démons. En chemin, il va rencontrer un voleur orphelin qui s'appelle Dororo. Avec ce manga, Tezuka commence à rentrer dans un style plus sombre et plus mature. Dororo sera adapté dès 1969 en animé et ça deviendra culte. En parallèle de la diffusion d'Astro Boy, Mushi Productions va publier le mensuel Astro Boy Club. Dans ce magazine, on retrouvait des nouveaux épisodes d'Astro Boy écrits par Tezuka lui-même. Une fois la diffusion d'Astro Boy terminée, en 1966, le magazine Astro Boy Club est dissous, puis renaît sous un nouveau nom, Com. Osamu Tezuka veut que ce magazine soit un tremplin pour les jeunes mangaka, un peu comme le Weekly Shonen Jump ces dernières années. Et il y a beaucoup de talents qui vont y publier leurs premières œuvres, comme le boss Katsuhiro Otomo par exemple. Avec ce magazine, Tezuka donne une impulsion qui va aboutir à l'essor du manga comme on le connaît aujourd'hui. Jusqu'à présent, Tezuka a surtout fait des trucs à destination des enfants. Mais en 1966, il va publier Vampire, publié dans le Shonen Sunday de la Shogakukan, qui est une œuvre très différente de ce qu'il a l'habitude de faire. Dans cette histoire, un des personnages principaux, qui s'appelle Rock, arrache tout sur son passage. Avec cette histoire où le personnage principal fait plein de dingueries, la notion du bien et du mal, elle est un peu chamboulée. Et ça, les lecteurs, ils ont kiffé. Il y aura une version animée de Vampire qui sortira en 1968, et je vous en parle parce qu'il y a des scènes un peu stylées pour l'époque, où ça mélange animation et live action. Il va continuer de jouer avec des thèmes plus complexes comme l'amour avec le chant d'Apollon, ou la haine avec Alabaster. En 1968, ça devient tendu entre Tezuka et la direction de Mushi Productions qui veulent pas le suivre sur de nouveaux projets. Parce que Tezuka c'est un artiste ambitieux, sauf que son ambition elle a un coût et ça met la société en difficulté. Du coup Tezuka qui se sent limité, il se casse et il va créer Tezuka Productions. Au final Tezuka et Mushi Productions, ils vont collaborer ensemble sur plusieurs films, mais ça reste le chaos dans les finances de Mushi Productions et ils vont finalement déclarer faillite en 1973. Tezuka prend le dessin animé très au sérieux, du coup il veut maintenant le populariser auprès des adultes. Il va alors se lancer dans une trilogie un peu particulière, Les Mille et Une Nuits en 1969, Cléopâtra en 1970 et La Belladone de la Tristesse en 1973. Ces trois films sont baptisés les Animérama, qui est une contraction des mots animé et drama. Si j'ai dit trilogie un peu particulière, c'est parce que les Animérama c'est des films un peu érotiques. Ça veut pas dire que c'est que ça. Il y a une histoire avec un vrai taf graphique, mais on va dire que parfois il y a des bouts de 1 qui traînent. Les Mille et Une Nuits c'est le premier film d'animation de ce genre qui sortira au Japon, donc on peut clairement dire que c'est l'ancêtre des ecchi et du hentai. Les films ils ont reçu un accueil un peu mitigé, aussi bien auprès du public que des critiques. C'est notamment à cause de ces films que Mushi Productions va se retrouver en galère. On l'a vu avec les Animérama, mais dans les années 70, Osamu Tezuka va se lancer dans une série d'œuvres aux thématiques plus complexes et plus profondes. En 1972, il publie Bouddha, qui est une biographie revisitée du fondateur du bouddhisme. Dans cette œuvre, Tezuka explore des sujets comme la spiritualité, les inégalités sociales ou encore la quête de soi. Graphiquement, il mélange les styles entre des éléments comiques et des dessins plus sérieux. L'œuvre, elle recevra le prix Bungei Shunju en 1975, notamment pour sa profondeur philosophique. Il y aura plusieurs adaptations, dont des films d'animation. On est maintenant en 1973 et mine de rien, Tezuka a déjà 30 ans de carrière. Pour fêter ça, il va publier Blackjack dans le Weekly Shonen Champion de la Akita Shoten. Dans cette histoire, on suit Blackjack de son vrai nom Kuro Azama, qui est un chirurgien de génie qui opère de manière clandestine. Donc comme vous pouvez imaginer, ça part en dilemme moraux et éthiques. Souvenez-vous, Osamu Tezuka est officiellement médecin, même s'il a préféré faire une carrière de mangaka. Donc imaginez la précision des procédures médicales dans le manga, une vraie pépite. Avec 17 volumes entre 1973 et 1983, ça va se vendre à 46 millions d'exemplaires. Pour vous donner une idée, c'est plus que Dr. Slump, Death Note ou encore One Punch Man. En gros, c'est un succès de ouf. Ayako, c'est un seinen publié en 1972 et dont l'histoire se passe après la Seconde Guerre mondiale. C'est une des œuvres les plus sombres et tragiques de Tezuka, dans laquelle on suit Ayako, une fille qui vient d'une riche famille japonaise et qui va être séquestrée après qu'elle ait été témoin d'un meurtre. Tezuka, dans ce manga, il aborde des sujets comme la corruption, la répression ou encore le conflit entre les traditions et la modernité. Et cette fois-ci, il n'y aura aucune touche humoristique.
Toujours dans sa face sombre, Tezuka va sortir l'histoire des trois Adolphes en 1983. Dans cette histoire, on suit trois personnages qui s'appellent tous Adolphe, et dont l'un d'entre eux est Adolf Hitler. C'est un thriller politique dans lequel Tezuka va traiter les horreurs de la guerre, les jeux de pouvoir ou encore la quête d'identité. Malgré le sujet lourd du manga, le style graphique est fidèle à la patte Tezuka, c'est-à-dire avec des personnages aux grands yeux et des émotions exagérées. Tezuka il est assez tôt attiré par l'international et il a vraiment envie d'exporter ses œuvres. En 1963, il signe un accord historique avec NBC pour diffuser Astro Boy aux États-Unis, ce qui en fait une des premières œuvres d'animation japonaise à l'international. Grâce à ce contrat, Astro Boy est devenu une icône de la culture populaire et ça a ouvert la porte au manga à l'international. À partir de ce moment, Tezuka il va multiplier les voyages à l'étranger et promouvoir le manga et la culture japonaise à travers le monde. En 1980, il se retrouve même à donner une conférence aux Nations Unies en tant qu'ambassadeur du manga pour la Fondation du Japon et met en avant le manga comme moyen de communication capable de transcender les barrières culturelles. Au cours de sa carrière, ses œuvres ont été traduites dans quasiment toutes les langues. Osamu Tezuka a profondément influencé l'industrie du manga et de l'animation japonaise. Au-delà d'avoir envoyé des gros bangers, il a aussi collaboré avec des jeunes talents qui sont devenus à leur tour des légendes plus tard. On peut citer des artistes comme Go Nagai, l'auteur de Mazinger Z ou Devilman, ou encore le duo Fujiko-Fujio, les auteurs de Doraemon. Son héritage après sa mort en 1989 reste omniprésent. Il a instauré des codes aussi bien dans le style graphique que dans la structure narrative qui ont donné le manga comme on le connaît aujourd'hui. Il a sorti le manga de la case enfant pour en faire des œuvres pour les adultes en explorant des thèmes profonds. Dans cette vidéo, on a surtout vu les œuvres majeures de Tezuka, mais comme je vous ai dit, il est très prolifique et il a sorti énormément d'œuvres qui sont méconnues ou expérimentales. On peut en citer quelques-unes comme Mako the Mermaid, sorti en 1970, et qui raconte l'histoire d'une sirène qui choisit de vivre parmi les humains, abordant les thèmes de l'écologie et de l'identité. On a aussi The Green Cat en 1954, qui mélange science-fiction et philosophie, et où on suit les aventures d'un mystérieux chat vert doté de pouvoirs surnaturels. En 1969, il sort Clockwork Apple, une série d'histoires courtes sur la technologie, la moralité et la corruption humaine, qui sera plutôt sombre. En 1968, il envoie Swallowing the Earth, une histoire où une femme cherche à détruire la civilisation grâce à sa beauté, et qui est une critique du matérialisme et de la société moderne. Enfin, on peut citer Crime and Punishment, sorti en 1953, qui est une adaptation du roman de Dostoïevski, Crime et Châtiment. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour Tezuka. La vidéo, elle aurait pu être à rallonge, il y a tellement de trucs à dire. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a un mangaka en particulier que vous voulez que je fasse. N'oubliez pas de liker et de vous abonner les gars, ça donne toujours beaucoup de force. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.